Ok, donc bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gomme. Donc déjà, juste pour savoir qui a entendu parler de la gomme, qui a déjà testé la gomme, ou joué avec, ou lu des choses dessus, non? Ok. Bon, bah, l'objectif de la présentation, ça va être de faire un peu une vue générale sur ce qu'on peut faire avec la gomme. Donc ça va se décomposer en deux parties. La première partie, ça va être donc des slides où on va expliquer, on va revenir, comment dire, sur des concepts qui sont forts avec le framework la gomme, donc les microservices, l'event sourcing et CQRS. Ensuite, on verra une vue générale de la gomme, donc un peu de quoi est composée la gomme, la philosophie qu'il y a derrière. Et ensuite, on verra, donc je vous ferai un live coding avec trois petits projets. Le premier sera un Hello World. Le deuxième, ce sera une calculatrice donc qui mettra en évidence l'approche microservice avec beaucoup de microservices et un déploiement sur Conduct R, donc qui est un outil qui vient avec la gomme, qui permet de faire des choses sympas et graphiques. Et un troisième qui montrera en fait comment CQRS et Event Sourcing sont implantés dans la gomme. Et donc voilà, déjà ce sera pas mal. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis Fabrice Schneiderman, je suis développeur Scala chez Zenica. Donc c'est marqué en rouge là, mais ça ne se voit pas très bien. Je suis aussi formateur sur le langage Java et sur le langage Scala donc chez Zenica. Je suis contributeur sur principalement ces trois projets, donc plus récemment sur la gomme. J'ai fait quelques contributions aussi sur JHipster et sur Rapture, une librairie en Scala où j'avais fait un petit fixe. Et je fais partie de la communauté des Broke Lunch où j'ai des présentations sur Scala, la gomme et SBT. Une toute petite page de pub. Je suis aussi coordinateur de la conférence Scala.io qui aura lieu au mois d'octobre, donc le 27 et 28 octobre prochain. Il y a encore des places. Comment ? À Lyon, effectivement, il faut le préciser, c'est à Lyon. Donc c'est en rouge ici. Donc il y a encore des places. Je ne sais pas au niveau population, pour ceux qui font déjà du Scala ou pas. Pour les javaïstes, en fait, cette année, il y a un track University qui permet justement, si on ne connaît pas forcément Scala, donc c'est un track qui est dédié à l'apprentissage de Scala pour mettre les mains dedans et commencer à travailler avec. Donc surtout, même si vous n'avez jamais fait de Scala, si vous avez peur de taux qui peuvent être un peu élitistes, en tout cas, il y a un track dédié aux débutants et à ceux qui veulent commencer avec le langage. Et cette année, on a la chance aussi d'avoir des têtes d'affiche, donc notamment Martin Oderski, qui est le papa de Scala et qui vient faire une keynote. Donc ça vaut vraiment le coup de venir. Voilà. Donc je referme la page de pub. Et on va commencer donc avec les core concepts dont je parlais en introduction, donc les microservices, l'event sourcing et CQRS. Donc on va passer assez rapidement. C'est c'est vraiment une vision macro, juste pour refixer un peu les idées avant de rentrer dans le vif du sujet du framework. Donc les microservices. C'est mis en opposition aux applications monolithiques qu'on connaît comme les web applications, où toutes les fonctionnalités sont généralement concentrées dans un seul livrable. Et autant au début, quand l'application est toute neuve, toute belle, elle est assez simple à comprendre et à maintenir, mais avec le temps, les fonctionnalités viennent enrichir l'application. La complexité croît avec toutes ces features qui rentrent dans l'application et au bout d'un certain temps, ça devient difficilement maintenable. Et pour un développeur, ce n'est pas toujours évident de comprendre ou de monter en compétence sur l'application. Et aussi, généralement, une application monolithique, il y a aussi le côté monotechnologie, où avec une technologie, on adresse quasiment toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, qu'on veut adresser, et une technologie, on sait que c'est pas forcément celle une technologie ne peut pas forcément adresser toutes les problématiques. Donc, en opposition aux applications monolithiques, on a les microservices qui vont, réduire en fait le périmètre de chaque le périmètre des fonctionnalités, c'est-à-dire que sur un microservice, on va essayer de délimiter le domaine fonctionnel qu'on veut adresser, et donc réduire la complexité et faciliter la montée en compétences des développeurs, entre autres. Donc, comme je dis, c'est une vision assez macro.
et aussi de pouvoir avoir, adapter la technologie aussi aux besoins qui va être adressé par ce microservice. Donc ça, c'est une définition qui est donnée par James Bonner. Donc les microservices, en fait, c'est un ensemble de petits services isolés qui sont responsables de leurs propres données. C'est-à-dire que chaque microservice est vraiment responsable de ses propres données. Il n'y a que lui qui peut accéder. Si on veut accéder aux données du microservice, on doit passer par l'API du microservice. On ne peut pas y accéder directement. Ils fonctionnent indépendamment, ils sont isolés, donc scalables et résilients aux pannes. Donc ça, c'est une des définitions. Et l'ensemble des microservices, en fait, va construire un système cohérent qui va s'intégrer dans un système. Voilà, donc ça, c'était juste une définition. Au niveau des microservices, les microservices, il y a 3 propriétés principales pour décrire un microservice. Le premier, donc comme je disais, généralement on a un microservice, donc c'est l'approche microservice, c'est assez proche de tout ce qui est DDD, donc c'est là où on fait le parallèle. Un microservice, et généralement il y a un microservice par binding context, c'est-à-dire vraiment un périmètre délimité où on a, le microservice va adresser ce boolean context. Chaque microservice est responsable de ses propres données, donc on ne peut pas y accéder autrement que par son API. Tous les microservices communiquent ensemble pour former ce système cohérent dont on parlait tout à l'heure. Idéalement, en tout cas c'est le cas dans la gomme, de manière asynchrone et non bloquante. Et un microservice doit être localisable, parce qu'effectivement, comme chaque service est indépendant, ils ne se connaissent pas, enfin en tout cas ils ne savent pas où se trouve l'autre microservice, donc c'est via un service registry ou un service locator qu'on va pouvoir accéder à un microservice tiers. Donc voilà, ça c'est vraiment une définition générale, techniquement, comment on décrit un microservice. Sur la partie event sourcing. La partie event sourcing, dans une approche traditionnelle, donc dans une application traditionnelle, pour gérer la persistance des données, on va avoir cette approche-là. Alors, bon, il manque des flèches. Donc à droite, c'est ça, à droite pour vous, vous avez l'application et à gauche la base de données. Généralement, on a un ORM qui va s'attacher à faire le mapping entre le modèle qu'on a dans la base de données sur le modèle relationnel. Donc, au démarrage, c'est assez facile à mettre en œuvre, mais avec le temps, c'est assez facile, entre guillemets. C'est pas toujours évident de faire ce mapping, mais au début, quand on n'a pas trop de contraintes, c'est facile de faire ce mapping. Autant avec le temps, ça devient complexe de pouvoir maintenir et faire évoluer ce mapping sur l'ORM. Enfin, avec l'ORM, pardon. Donc, face à ça... Non, pardon. Donc là, on a un exemple, excusez-moi, on a un exemple d'un objet qui représente un compte bancaire qui va évoluer dans le temps. Donc, on voit donc sur l'état de l'objet qu'on a ici. On va le créditer, ensuite on va lui retirer 20 € et ensuite on va lui changer le propriétaire du compte. Donc ça, c'est dans le temps, en fait, l'état va évoluer et l'état courant de l'objet, c'est le dernier état qu'on connaît, c'est celui donc, qui est complètement à droite. Si on veut savoir comment on est arrivé à cet état-là, dans une approche traditionnelle, donc, avec donc, un modèle et un mapping et des mises à jour en fait, de l'état du modèle, ben, on peut pas savoir comment on est arrivé dans cet état après coup, parce que tout ce qui s'est passé avant, en fait, c'est écrasé au fur et à mesure. Donc, on n'est pas capable de dire, voilà, l'état courant, comment on est arrivé à cet état courant. Et si cet état courant génère un problème dans l'application, on n'a pas moyen de dire, en tout cas, basiquement, on n'a pas moyen de dire comment on est arrivé là. C'est là où l'approche event sourcing est intéressante. Parce qu'au lieu d'avoir un objet en mémoire et de le mettre à jour, et donc par conséquent mettre à jour la base de données, on va en fait stocker des événements. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un changement d'état qui va s'opérer en mémoire, c'est un événement qui va être créé.
avec les attributs qui composent cet événement et qui va être stocké. Et en fait, on va faire que stocker des événements. Donc si on reprend ce qu'on a vu juste avant, mis à la sauce entre guillemets event sourcing, ça donne ça. Donc dans un premier temps, on va avoir un événement qui va dire qu'on a créé un compte, donc au nom de Monsieur Martin avec donc la compte ID 3290. Ensuite, on dépose de l'argent, donc c'est un autre événement. Ensuite, on change le propriétaire et enfin, on va retirer de l'argent sur ce compte. Et là, on a l'historique en fait de ce qui s'est passé, sur ce compte bancaire. Et chaque événement, comme il a été persisté de manière chronologique, on est capable d'identifier l'état courant. Et en fait, l'état courant, ça va être l'ensemble des différents événements. En rejoignant tous les événements, on est capable de revenir au dernier état, donc l'état qui est tout à droite, celui qui correspondait à celui qu'on avait tout à l'heure, mais là avec tout l'historique. Donc là, c'est une approche par événement. Au lieu de mettre à jour un état, on crée des événements et on a tout cet historique. Et donc, ce qui va généralement de pair avec l'event sourcing, c'est l'approche CQRS, puisque dans l'approche CQRS, en fait, l'idée, donc déjà CQRS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Command Query Responsibility Segregation, c'est-à-dire qu'on va séparer les responsabilités entre la lecture et l'écriture. Voilà, donc dans une approche traditionnelle, c'est ce qu'on aura en fait dans l'application. Alors je suis vraiment désolé parce qu'on a l'essentiel avec les flèches blanches. C'est-à-dire qu'on a donc dans notre application, on a une partie front-end, on a la base de données qui est mise à jour par le modèle. Et et pour aller écrire ou pour aller lire les données donc depuis le front-end ou depuis la base, on utilise le même modèle. Or, on voit que les besoins en écriture et les besoins en lecture ne sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire que dans l'écriture, on va avoir des besoins de consistance, de transaction, de choses comme ça, alors qu'en lecture, on a besoin de dénormalisation, c'est-à-dire que des données qui ne sont pas forcément liées entre elles, on a besoin de les dénormaliser, de les agréger et de les afficher, tout ça avec des problématiques de performance. Donc c'est ce que va proposer l'approche event sourcing. Donc là, en fait, ça reprend ce que je viens de dire. Donc là, on sépare la partie write, donc qui sont les commandes, et la partie read, qui sont les queries. Dans l'approche event sourcing, ça se prête bien à utiliser CQRS. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand on va aller écrire, comme on va générer que des événements, en fait, le modèle est relativement simple. C'est juste des événements qu'on va aller empiler dans un commit log, généralement une base Cassandra ou une base du même type. Et le modèle est très simple, c'est des objets en fait, qu'on crée et qu'on empile les uns sur les autres. Et qui ne sont pas forcément adaptés pour être lus pour les besoins de reporting ou autres. Et sur la partie read, comme je disais, on a des besoins de dénormalisation, de scalabilité et de performance, de pouvoir très rapidement avoir accès aux informations agrégées. Donc c'est pour ça que le mix des deux est intéressant. On verra plus précisément tout à l'heure dans la démo. Et donc, dans l'approche CQRS, on a bien la séparation entre la partie lecture, donc le query model qu'on a en haut, et la partie commande écriture qu'on a en bas, où on a donc séparé les responsabilités, et chaque modèle répond vraiment aux besoins d'écriture ou de lecture. Voilà, donc c'était vraiment une vision macro pour rappeler ces concepts-là. Et donc maintenant, on va pouvoir attaquer vraiment le framework Lagom. Donc on va commencer par une vue générale sur le framework. Donc les objectifs du framework. L'objectif principal du framework, c'est de construire un système de microservices. C'est-à-dire que quand on utilise le framework, on va décrire au sein du framework les besoins en termes de microservices que l'on a. Et le framework nous permet
donc on le verra au moment dans la phase de développement, on verra il nous permet de démarrer l'ensemble des microservices très facilement et de pouvoir, sur tout ce qui est test, être assez performant. Le framework est basé sur des principes réactifs, donc comme on le voyait précédemment, avec des échanges entre microservices de manière asynchrone et non bloquante. Et un des soucis majeurs aussi du service, c'est de pouvoir s'intégrer dans l'environnement de développement et de rendre les développements productifs en développant avec la gomme. Donc ça, c'est les objectifs du framework. Quel langage est utilisé pour développer en Lagom? Donc c'est un framework qui est issu de l'IBEN, donc ex-TypeSafe. Donc effectivement, on pense tout de suite à Scala. Donc effectivement, le cœur du langage a été développé en Scala, naturellement, par rapport au fait que ça vienne de chez l'IBEN. En revanche, la première API qui est sortie, c'est une API en Java 8. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour écrire du code avec Lagom, on utilise du Java 8. Donc ça, c'est une volonté de l'IBEN de vouloir élargir la communauté et de ne pas se restreindre à la communauté Scala et de pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait une adoption plus large. Mais pour les développeurs Scala, l'API Scala sortira normalement d'ici la fin de l'année. Il y a beaucoup de demandes sur cette API. Donc d'ici la fin de l'année, elle sortira. Lagom, en fait, n'a pas réinventé, d'un point de vue technique, n'a pas tout réécrit. Il se base sur beaucoup de composants existants, des composants qui sont éprouvés, reconnus, et qui, pour un développeur qui a déjà travaillé avec ces composants, donc de faciliter aussi la montée en compétence sur le framework. Il se retrouve dans un contexte connu. Donc la première chose, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une API Java 8 et bientôt Scala. Il y a une librairie, alors ça c'est plus une recommandation, c'est pas une obligation d'utiliser une librairie qui s'appelle Immutable, qui permet de prendre des objets Java, enfin à partir d'interfaces et de classes abstraites, de générer des objets immutables. Donc je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est pas une obligation d'avoir de l'utiliser, mais c'est recommandé pour justement manipuler des objets immutables dans un contexte asynchrone, non bloquant, etc. C'est mieux d'avoir ces structures-là. Bien qu'on peut le faire soi-même, mais c'est pas toujours évident de le faire en Java où il faut être assez rigoureux. Pour tout ce qui est système de build, ils ont d'abord commencé à utiliser SBT, donc c'était le principal système de build qui était utilisé. Et là, très récemment, je ne sais pas si c'est encore en version majeure ou pas, mais Maven est supporté aussi par le framework. Donc on voit bien la volonté de l'IBEN de vouloir toucher la communauté javaïste par rapport au framework. Jackson pour tout ce qui est sérialisation et désérialisation et sérialisation des objets donc, échangés par les microservices. Cassandra, donc c'est la base qui est utilisée par défaut, donc on le verra tout à l'heure dans l'environnement de développement. C'est la base qui est utilisée par défaut pour tout ce qui est stockage des événements et aussi pour la partie lecture, donc le côté read size. C'est la base qui est préconisée et utilisée par défaut par le framework. Chaque microservice développé, en fait, derrière, c'est un composant Play, donc avec tout ce qui vient avec. Pour ceux qui ont déjà développé avec Play, en termes de productivité, c'est vraiment intéressant. Pareil, on le verra au moment de la démo. Naturellement, avec Play, c'est GUIS qui vient pour tout ce qui est injection de dépendance. Pour tout ce qui est persistance, donc génération d'événements et persistance au niveau de Cassandra, enfin la persistance de l'état du microservice qui correspond donc à l'état en mémoire. Donc on se base sur AK. Il y a aussi du publish subscribe qu'on peut faire et aussi tout ce qui est clusterisation en fait des microservices. Derrière c'est AK. Pour tout ce qui est streaming, ils utilisent AK Stream. Et enfin, pour tout ce qui est log, donc c'est SL4J et logback, donc ça c'est peut-être plus accessoire. Voilà. Donc ça c'était une photo en fait de Lagom, sur les technos utilisés et sur l'objectif du framework. Maintenant, on va voir les principales fonctionnalités fournies par le framework pour réaliser les développements.
Donc la première chose, c'est l'API de service. Donc pour décrire en fait l'API de service d'un microservice, ce qui est utilisé en fait, c'est une interface avec donc une interface qui étend une autre interface qui fournit un DSL qui va nous permettre de décrire l'API, donc au sens API REST, l'API du microservice. Donc c'est assez intuitif à utiliser et comment dire. Et c'est stocké dans une interface, donc c'est un module à part dans le projet. Ensuite, donc le service supporte donc les requêtes de type request response synchrone et des messages asynchrones en faisant du streaming avec des WebSockets par exemple. La persistance API, donc c'est tout ce qui va concerner le stockage des événements. Donc qui gère l'état courant du microservice en mémoire. Donc tout est géré en mémoire. À chaque fois qu'un événement arrive, enfin pour le coup une commande arrive sur le microservice, ça va modifier l'état en mémoire, générer un événement qui va représenter ce changement d'état, ce qui fait qu'à terme, si le microservice, dans le cluster du microservice crash, il est capable de reprendre tous les événements et de régénérer l'état courant. Donc l'idée, c'est pas de reprendre tous les événements depuis le début. Il y a une notion de snapshot qui permet de pouvoir gérer ce cas-là. Mais voilà, donc la persistance API permet de garder l'état courant en mémoire, de capturer et persister tous les changements d'état. Donc c'est ce que je viens d'expliquer, la notion d'event. De fournir la partie read size, c'est-à-dire qu'à chaque événement, on va déclencher un processeur qui va aller, selon l'événement qui est arrivé, mettre à jour la partie lecture, interpréter l'événement qui est arrivé, mettre à jour la partie lecture pour que lorsque une prochaine demande de lecture arrive, la donnée soit prête. Et enfin, donc, tout ce qui est clustering et sharding, donc, basé sur Cassandra, puisque c'est la base qui a été choisie. Alors, on n'est pas limité à Cassandra, c'est-à-dire que par défaut, tout est câblé pour fonctionner avec Cassandra. Mais si on n'a pas du tout de besoin, alors ça, je ne l'ai pas précisé forcément, mais si on n'a pas du tout besoin de faire de l'event sourcing ou on veut fonctionner autrement, il est possible de récupérer une session sur la base Cassandra, et de pouvoir travailler avec une table sans parler d'event, ou alors configurer une ressource sur une autre base de données et fonctionner de manière traditionnelle. Mais par défaut, c'est un choix qui a été fait de fonctionner sur ce principe-là et de pouvoir bénéficier justement des avantages de la base sur le clustering, le sharding et la distribution des données. Et donc la session Cassandra, c'est ce que je disais, non seulement pour pouvoir faire de la lecture sur la base, mais aussi pour pouvoir travailler de manière différente. Donc là, on va voir donc l'environnement de développement. L'environnement de développement, je trouve que c'est un point clé en fait du framework. C'est vraiment une chose que j'ai trouvé vraiment agréable en découvrant le framework sur la façon de travailler, sur la boucle de retour du développeur. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais quand effectivement on écrit une ligne de code, on aime bien, sans avoir à faire 150 000 manips, de pouvoir tester tout de suite en fait, ce qu'on a écrit. Et donc ça, c'est vraiment mis en avant. Donc déjà, première chose, il y a une bonne intégration au niveau de l'IDE, puisque ça supporte les outils entre guillemets standards du marché. Donc c'est facile de l'intégrer dans l'IDE, au sens, je sais pas, SBT et Maven, ça s'intègre bien dans les IDE. Dans l'environnement de développement, il y a plusieurs services qui sont fournis par défaut. Donc notamment, on le verra tout à l'heure pendant la démo, une base de données embarquée, un service locator, un service gateway, tout ça c'est fourni sans avoir rien à configurer. Il y a juste à démarrer et ça fonctionne. Un point important, le rechargement à chaud du code. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent Play, on démarre le serveur, on déploie les microservices et on peut faire des modifs. Le code est pris à chaud, on a juste à rafraîchir l'URL qu'on appelle ou la page web et c'est pris à chaud. Et surtout, une seule commande dans l'environnement de développement pour démarrer tout le système de microservices. Si on n'a qu'un seul microservice, bon, bah, c'est bien. Si on a, donc dans l'exemple qu'on verra tout à l'heure, on a
5 microservices. Juste en une commande, on a tout notre système qui est démarré et on peut tester, on peut jouer avec. C'est rechargé à chaud et c'est très pratique pour travailler de manière efficace et productive. Et enfin, donc ça c'est la 4e fonctionnalité qui est fournie par le framework, c'est l'environnement de production. L'environnement de production, donc c'est basé sur ConductR pour la production. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un outil qui permet donc de faire donc de la scalabilité, c'est-à-dire qu'on dedans on va pouvoir déployer nos microservices, on va pouvoir les déployer, les monitorer et donc c'est un outil qui vient des labos de Leiben. Pour le coup, autant sur le framework, on peut l'utiliser sans licence, sans rien. ConductR, c'est là où se fait le business model, c'est-à-dire que c'est là où on va devoir commencer à sortir le carnet de chèques pour l'utiliser. Je vais vous faire une petite... Parce qu'en fait, on peut utiliser ConductR dans un contexte de développement. Il y a une image Docker qui est mise à disposition pour pouvoir découvrir, jouer avec. Par contre, effectivement, en environnement de production, il faut sortir le carnet de chèques. Je ne connais pas encore bien les pricing. Enfin, j'ai eu une petite idée des pricing, mais je n'ai pas de chiffres. Mais la gomme, on peut l'utiliser sans nécessairement ConductR. La seule chose qui est requise pour pouvoir faire fonctionner un microservice, la gomme, c'est d'avoir un service locator. C'est qui doit, au démarrage, pouvoir s'enregistrer quelque part pour être accessible. Il y a des projets qui émergent avec Zookeeper et aussi Kubernetes pour justement implémenter ce service locator et faire en sorte qu'on puisse déployer un microservice ou des microservices Lagom en s'appuyant sur Zookeeper ou Kubernetes, etc. Donc l'anatomie d'un projet. Pour démarrer un projet Lagom, il y a 2 possibilités. En fait, au début, il n'y en avait qu'une, maintenant il y en a 2. La première, c'est d'utiliser l'activator. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent des artefacts avec Maven, mais à la sauce Lightben, c'est-à-dire que c'est à partir d'une commande activator new, lagom java, etc. Ça va nous générer un template de projet. Donc ça, c'est bien, sauf que quand on démarre un projet, ça nous crée... quand on passe par l'activator, on a deux microservices qui sont créés, c'est le Hello World et le Hello World Stream, qui sont là à titre d'exemple pour comprendre comment ça marche. Donc quand on démarre, c'est intéressant, mais quand on veut démarrer un vrai projet et commencer à créer plusieurs microservices, ça devient un petit peu laborieux, parce qu'il y a quand même il y a 2 modules, on verra juste après, sur le slide d'après, la structure du projet minimal, il y a deux modules à créer, quelques fichiers de conf. Donc on ne le fait qu'une fois, mais au début c'est un peu laborieux. Donc il y a un plugin SBT, Scaffolding Plugin Lagom, qui permet juste à partir d'une commande de générer en fait tout ce squelette de projet et d'amener le développeur juste au moment où il va se dire voilà, mon API, qu'est-ce que c'est, et commencer à développer. Ça ne fait rien de fonctionnel, c'est juste une aide technique. Donc j'ai mis le dépôt GitHub derrière, en bas, s'il y en a que ça intéresse d'aller voir. Voilà. Donc la structure d'un projet minimal pour démarrer avec Lagom, c'est ça. Donc on a ici, ça représente la conf qu'on retrouve dans tous les projets gérés par SBT. Donc le build.sbt, qui est l'équivalent du pom.xml. Donc je fais juste le parallèle pour ceux qui ne connaîtraient pas SBT. On a le build property qui définit la version de SBT qu'on va utiliser, et ici les plugins qu'on va utiliser, donc le plugin Lagom, puisque Lagom vient en tant que plugin dans le projet. Et ici on a, je sais pas si tout le monde voit, ici on a donc les 2 modules qui composent le microservice Hello World, la partie API donc qui compose l'API du service, ce qui va être exposé par le service, et ici la partie implémentation qui implémente cette API. Donc c'est séparé en deux modules distincts. Et par microservice, à chaque fois, on a 2 modules. Voilà, donc ça c'est à quoi ressemble la structure minimale d'un projet avec Lagom. Démarrer un système de microservices donc basé sur Lagom, c'est juste une commande. Donc SBT run all ou MVN run all. Et là, il y a tout le service qui démarre, il y a des services dont je parlais tout à l'heure qui sont fournis par défaut. Donc une base Cassandra embarquée qui démarre, un service locator qui est fourni, qu'on peut démarrer aussi à côté. On n'est pas obligé d'utiliser celui-là. Bien sûr, il n'est pas recommandé de l'utiliser en production.
un service gateway donc pour exposer un point d'entrée sur le système de microservices, et tous les services qui ont été déclarés dans le projet sur lequel on travaille. Et donc là, c'est la partie plus intéressante où donc je vais vous montrer un peu tout ce que je viens de raconter en vrai. Alors, on va commencer. Allô. Donc la première chose, on va faire un juste bet Hello World pour vous montrer un peu à quoi ressemble juste un projet de base sans se noyer dans la complexité d'autres choses. Donc la structure du projet, là pour l'instant on a juste le build.sbt qui est vide. Il y a juste le plugin dont je parlais tout à l'heure qui est référencé et qui va me permettre justement de pouvoir créer un microservice juste en une commande sans avoir à écrire tous les fichiers à la main. Donc là je démarre ma console SBT. Normalement ça doit démarrer sans problème. Et là je vais pouvoir faire new Java Service. Donc ça c'est l'API Java qui est fourni par le langage. Et il y a aussi un new Scala Service. Donc ça c'est juste un hack en fait, par le plugin qui permet à partir d'implicites et d'autres choses de pouvoir écrire en Scala. Là, on va juste faire le Java Service. On va donner le nom Hello World au microservice. On génère. Et là, on a... donc pour l'instant, il n'y a toujours pas de projet parce que là, il faut que je recharge en fait la conf SBT. Vous voyez bien? Ou c'est un oui? Ok. Donc là, j'ai rechargé la conf SBT et maintenant, on a donc les deux services qui ont été créés, Hello World Service, Hello World API, pardon, et Hello World Imp. On va aller dans IntelliJ. Alors, je vais passer en mode présentation. Tac. Ok. Donc, au niveau de la conf SBT, donc sans rentrer dans les détails parce que je veux vraiment faire quelque chose vous montrer pas mal de choses. Donc là, il y a juste la déclaration des deux microservices, du microservice avec la partie API et la partie implémentation, avec les dépendances qui vont bien. Et donc ça, c'est au niveau de la conf SBT. Quand on va dans la partie API, on va définir Ok, pas de problème, je m'adapte. Ici, c'est la partie service. Donc ici, c'est une interface, comme je disais tout à l'heure, qui étend une autre interface qui définit en fait d'autres méthodes, notamment nous fournit un DSL. Donc ça, c'est la structure de base. Comme je disais, le plugin nous amène juste au moment où on va se dire je vais déclarer mon API. Donc ici, ça, c'est le nom du microservice. Et je vais commencer à déclarer mon API. Donc ce que va faire le microservice, c'est très très simple. C'est juste, on va lui envoyer un nom et il va nous répondre « Hello », le nom. Donc, ok. J'ai pas... ok. Pas de panique. C'est l'effet des bons. Open. Il y a un truc que je vois pas ou pas? Super. Ah oui. Voilà. Et rien à voir. Alors, on va y arriver. Donc, on va faire ça autrement. Donc là, il a tout fermé. C'est parfait.
Donc, inutile de dire que ça marchait super bien avant de faire la présentation. Ok, donc là, je vais faire open. Je suis où? Ok, volume. C'est top. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Waouh. Attends, là il y a un truc. C'est génial. Ouais. Donc on va faire ça. Hop. Open. Voilà. Je suis plus malin que lui. This Windows. Voilà. Ok. Donc normalement, c'est parfait. C'est pas cool. Donc là, l'idée, en fait, ça va être juste, avec un DSL, de pouvoir décrire, voilà, de pouvoir décrire en fait les différents appels qu'on peut faire l'API du web service. Donc là, je vais décrire l'ensemble des appels que je peux utiliser sur le web service. Et ce que je vais faire, c'est un appel REST, où ça va être un GET. Alors, il y a des trucs dans tous les sens. On va juste le mettre ici. Un GET. La route que je vais utiliser, donc ce sera hello. Et ici, il faut que je définisse le comportement. Donc le comportement, ça va être une méthode dans cette interface, donc, où il faudra que je fournisse l'implémentation dans la partie implémentation. Donc ce qui doit être envoyé par cette méthode, c'est un service call. On verra juste après que c'est ce que ça veut dire. Paramétrer, c'est la requête, le body de la requête et le type de la valeur retournée. Donc dans notre cas, on n'aura pas not used, on n'aura pas de body à regarder, et par contre, on renverra une chaîne de caractères. La méthode, elle va s'appeler I, et dans l'URL, par exemple, je l'ai oublié, il faudra que je le rajoute, dans l'URL, on aura un identifiant qui sera le nom qu'on veut afficher en retour de l'appel. Donc ici, je rajoute 2.name et je passe la référence sur la méthode que je viens de déclarer, I. Voilà, donc là j'ai déclaré en fait un service, une route qui va être une des composantes de mon API. Donc si je vais ensuite dans la partie implémentation, j'ai, donc implémentation, ça ne va pas compiler puisqu'effectivement, je viens de dire que j'ai une méthode maintenant à implémenter. Donc je vais implémenter la méthode. Et donc le service call, en fait, c'est issu donc, d'une functionnelle interface qui définit une méthode invoked. Et cette méthode invoked, en fait, renvoie un completion stage. Donc en fait, c'est comme une promesse, en fait, c'est l'équivalent d'une promesse, et c'est ce qui doit être envoyé, c'est pour tout ce qui est traitement asynchrone. Donc ici, je peux écrire une lambda. Donc on a vu juste avant que dans le completion stage, on attend en paramètre le body. On attend le body de la request. On a vu que là, on ne l'utilisait pas. Le not used. Donc, not used, voilà. Non, je suis en Java, voilà. Et ici, je renvoie un complétable futur, hop, où je récupère, donc je fais hello plus donc le nom qui m'est passé en paramètre ici.
Et donc ça, au moment où on va invoquer la route, on a vu qu'on mappait sur la référence de la méthode et le framework récupérera cette lambda et l'exécutera pour traduire le résultat. Donc là, j'ai écrit mon microservice, donc qui fait juste un hello. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a qu'une seule commande pour démarrer mon système de microservice, c'est la méthode runAll. Donc on voit là ici, alors j'aurais pu le désactiver pour cet exemple, mais on voit qu'il démarre une base Cassandra embedded. Donc là, ça n'a aucun intérêt parce que je n'utilise pas la partie persistance. Une base embedded et le fameux service locator, donc qui permet au microservice qui est déployé de s'enregistrer, un service gateway. Et ici, mon microservice, mon service, Hello World Imple. Donc, si on va dans le navigateur et que l'on fait ça, et je fais Hello Louis, normalement, ça ne marche pas puisque je n'ai pas pris la bonne adresse IP, localhost. Ok. C'est vraiment pas de chance. Hein. Ah, pardon. Il y a un truc qui s'était glissé là. Non plus. Bon. Non, c'est pas le 8000. C'est le. Alors, effectivement, pour montrer que le microservice s'est bien déployé, en fait, on a une URL qui montre les services qui ont été déployés. On a effectivement le service Hello World qui a bien été déployé sur le service sur le port 52.288. Ça, c'est un service interne à la gomme. Et normalement, via le gateway, alors, est-ce que j'ai bien mis le Hello Service Hello. Non, ça devrait être bon. Hello. Bon. Tac. Name. Bon, je vais pas. Il y a un truc que je vois pas là, que j'ai loupé. Ah oui, pardon, c'est autant pour moi. Par défaut, en fait, les services ne sont pas visibles. Il faut indiquer, au niveau des autorisations, qu'on autorise l'accès aux services. Donc j'en profite, ça tombe bien, pour montrer que normalement, ça doit se recharger à chaud. Donc là, il vient de recharger le code, j'ai touché à rien. Et donc si je recharge, là, dans le petit coin à gauche, il met bien le Hello World Name, ça devait être le prénom. Donc là, on a juste un microservice, on a fait un run all, il a démarré tout ce qu'on avait besoin pour faire fonctionner le microservice, et on a le résultat qui s'affiche. Maintenant, je vais vous montrer un autre projet en fait, qui est un petit peu plus, avec un peu plus de microservices. Donc, c'est juste une calculatrice en fait. Donc, l'idée, c'est juste de dire voilà, qu'on a un dispatcher qui reçoit les appels, les calculs qu'on veut faire, et en fonction du calcul qu'on veut faire, on va appeler la bonne opération. Donc, on a le dispatcher imple des dispatchers, l'addition, la division, etc. On a un front-end aussi qui est en fait ni plus ni moins qu'une application Play et qui va permettre de pouvoir, au même titre qu'un microservice, être déployé dans le conteneur et à pouvoir afficher une interface graphique. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail Donc là, je vais sortir de ce projet-là. Calculator. Hop. Et donc là, de la même manière, SBT run all. Donc là, on a beaucoup plus de microservices, toujours la même commande. Toujours la même commande. Donc là, pour le coup, j'ai désactivé la base Cassandra puisque j'en ai pas besoin. Je ne veux pas gérer de persistance d'événements ou autre. Et là, on voit qu'on a notre service locator qui est démarré, le service gateway, l'ensemble des services. Donc, je disais que c'est des applications Play qui sont démarrées. Et ici, on a le détail avec, pour chaque service, on a, donc chaque service est démarré. Là, je suis passé par la gateway, mais ici, si j'accède directement au service, donc sur le port 63540, je fais une opération d'addition, je passe les deux opérateurs, et il me répond bien comme quoi il a pu traiter mon opération. Donc là, j'ai ma calculatrice,
où je peux faire des opérations et ça fonctionne. Okay, donc je vais un petit peu vite parce qu'effectivement j'ai perdu un peu de temps, mais ce que j'aimerais vous montrer maintenant, donc là on est dans l'environnement de développement, on a rechargé le code à chaud, on démarre en une commande tout ce dont on a besoin. Maintenant je vais vous montrer dans Conduct R en fait comment facilement on peut déployer, on pourrait déployer en production, les microservices. Alors hop, voilà, donc là je vais arrêter l'environnement de développement. Je vais démarrer la sandbox donc qui contient Conduct R. Je vais démarrer 2 nœuds. Voilà, j'ai démarré 2 nœuds. Donc, il faut le temps que ça démarre. Donc là, on va avoir une interface graphique qui va correspondre à Conduct R. Donc ça met un petit peu de temps. Je ne stresse absolument pas. Tout va bien. Voilà. Alors c'est un peu pénible que ce soit en grosse définition comme ça. Je décale un peu. Paf, voilà. Donc là on a démarré 2 nœuds. Il y a 2 services qui font partie de Conduct R qui permettent d'avoir cette visualisation assez graphique et une base Elasticsearch Lite pour le fonctionnement de l'outil. Donc là maintenant, alors normalement je dois pouvoir faire ça. Je ne sais pas ce que ça va rendre. Voilà. Alors là, il m'a sorti du truc, j'espère que je vais... Hop là. Ok, J-calculateur. Jug, voilà. Démo calculateur, voilà. SBT. Donc là, je vais déployer successivement le front-end, le dispatcher et une opération pour vous montrer que ça, voilà, qu'on a pu déployer. Et on verra de l'autre côté. Donc normalement, je dois pouvoir afficher les deux l'un à côté de l'autre pour qu'on puisse voir en live. Voilà. Bon, on le fera bouger et on va surtout voir que ça démarre. Donc là, d'un point de vue SBT, je vais me placer dans le projet front-end. Hop. Je vais charger le microservice dans Conduct R. Donc là, je fais Conduct Load. Donc j'avais généré le bundle avant, ce qui me permet de faire de la complétion pour aller un peu plus vite. On voit que le service est chargé. Si j'essaie d'y accéder, il n'est pas encore démarré. En revanche, là, on va pouvoir le démarrer. Alors, run. Et il faut juste lui dire quel service. Il doit manquer des chiffres à tous les coups. Voilà, il est démarré. Et donc là, maintenant, je peux normalement 192. Hop. OK, parfait. 192 sur le port 9000. Voilà, donc là, je récupère ma calculatrice et on est bien sur le déploiement Conduct R. Pour le prouver, je fais un 6 moins 3. Et j'ai une erreur puisque les services ne sont pas démarrés. En revanche, mon interface fonctionne bien. Maintenant, je vais déployer le dispatcher. Donc, même combat. Je me positionne dans le projet dispatcher imp. Conduct load. Hop, je charge le projet. Pouf, il arrive. Et je fais un run. Tac. Donc là, on ne va pas voir grand-chose de plus parce que le dispatcher, sans les autres services derrière, ça n'a pas grand intérêt. Donc je vais tout de suite charger project add imple. Alors, tout ce que je fais à la main là, effectivement, on peut directement générer des scripts. Hop là, je me suis trompé. Load. On peut générer des scripts qui font tout ça automatiquement. Donc, on a vu le service arriver. Et donc, maintenant, il faut que je le démarre en faisant toujours le même. Hop, copier, coller.
Donc là, il doit démarrer normalement, s'il n'y a pas de problème. Hop, il a démarré. Et maintenant, je fais mon opération et pouf, j'ai le résultat. Donc là, j'ai fait la même opération, mais ça marche avec n'importe quelle et ça plante aussi avec n'importe quelle. Voilà, une autre opération. Voilà, donc là, on voit que, et donc graphiquement, on a donc nos microservices qui sont démarrés sur 2 nœuds. Et si on veut s'amuser à dire, bah ouais, mais là, il y a beaucoup plus de clients qui veulent calculer, bah, pas de problème. Je vais faire comme ça. Là, j'avais démarré 2 nœuds. Je vais en démarrer 4. Et donc, 4. Hop. Je vais tout gâcher. Voilà. Hop, il en démarre 4. On voit qu'il démarre au fur et à mesure les différents services sur les différents nœuds. Et de la même manière, on peut faire la manip inverse, d'arrêter des nœuds, et il va automatiquement tout arrêter. Voilà. Après, c'est assez joli. Enfin, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Donc là, je vous ai montré donc vraiment au niveau développement, comme c'est assez facile de développer et de se concentrer sur les aspects métiers. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est la partie CQRS, enfin surtout CQRS Event Sourcing et aussi la partie streaming. Donc il y a un 3e projet qui s'appelle Sloak. Windows. Alors par contre, avec la définition, ça va être un petit peu laborieux. Donc en fait, ce projet SBT Run All, c'est un chat, donc d'où le nom Sloak. C'est un chat qui, l'idée, c'est on se signe sur le chat et on peut échanger. À chaque fois qu'un nouvel utilisateur va se signer sur le chat, en fait, ça va changer un état, changer l'état, donc le nombre d'utilisateurs déjà connectés sur l'application. Et donc par rapport à ça, changement d'état, donc il y a une commande qui arrive, ça change l'état, ça génère un événement. Et après, donc, il y a la partie lecture d'aller relire les différents utilisateurs. Donc, dans mon système de microservices, j'en ai 2, message et user. Donc, si là, ce que je vais faire, c'est le truc qui est démarré, mais là, je peux mettre sur le localhost. Voilà. C'est pas génial. Donc l'idée, c'est très moche. L'idée, je m'inscris donc sur le site. Hop, j'ai un membre. Je viens d'être inscrit en tant que membre. Je fais la même chose sur un autre navigateur. Ici, je suis Louis. Hop, il y a Fabrice et Louis en fait maintenant qui sont là tous les deux. Et j'envoie un message à Louis. Hello, Louis. Voilà, et les deux reçoivent le message. Bon, c'est juste pour vous montrer le principe. Comment ça se câble derrière. Donc là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est la partie streaming et la partie event sourcing et CQRS. Donc pour la partie streaming, on a vu donc typiquement au niveau des messages, on va prendre l'API, c'est bien, c'est ça. L'API de messages, ça je range. La seule chose qui va changer par rapport à un autre service, parce qu'on a vu qu'on avait donc en paramètre du service qu'on était en train d'écrire, on avait la requête, enfin le body de la requête, la réponse et éventuellement un identifiant. Là, la seule chose qui va changer, c'est le type qu'on renvoie. Donc ici, en fait, c'est une source. On déclare que ce qui est renvoyé par le service, quand on l'appelle, c'est une source au sens AKStream, avec le type des objets qui vont être véhiculés sur cette source. Et ça suffit à dire que, voilà, maintenant, si on se connecte à ce service, c'est un stream en fait, qui va être envoyé, c'est un flux, et qui va envoyer des messages, et c'est la même chose côté user. Je vous montre juste la partie implémentation de l'autre côté. Module, tac.
Donc là, il y a un peu plus de code. Ici, on retrouve l'implémentation avec donc, la notion de source. Ce qui se passe en fait ici, c'est qu'on a une notion de publish subscribe qui est déclarée ici. Donc comme je disais tout à l'heure, on peut faire du pub sub. Ici, on déclare un publish subscribe. Là, c'est quand on va envoyer un message. Donc c'est le service qui envoie le message. Donc on reçoit le message dans la requête. On l'envoie sur le pub sub et de l'autre côté, là où on a déclaré le stream, on récupère l'événement qui a été envoyé sur le pub sub et on le publie sur la source qui est passée ici, qu'on a ici, qui est le retour du service. Donc derrière, au niveau UI, c'est un WebSocket. Donc c'est comme ça en fait qu'on peut communiquer à tous ceux qui sont connectés au service les différents messages. Donc on voit que c'est relativement simple à mettre en œuvre. On injecte juste ici au niveau du constructeur du microservice, on lui dit voilà, on va faire du pub sub, on déclare une topic et ensuite voilà, le code est relativement simple. Ça c'est la première chose. Donc, je suis désolé, ça va un petit peu vite sur la fin, mais je pense que au moins pour l'avoir vu une fois, puis après en mettant le nez dans la doc, ça pourra être plus clair, mais c'est au moins que vous aurez les éléments. Donc ça, c'est sur la partie message. On a la même chose sur la partie utilisateur pour mettre à jour la liste des utilisateurs. Et en plus, sur les utilisateurs, à chaque fois qu'un utilisateur vient s'authentifier, en fait, ça va générer, comme je disais, un événement côté microservice, enfin une commande qui va générer un événement et mettre à jour l'état du microservice. Donc ici, on a un user, on déclare ce qu'on appelle une persistent entity. Donc c'est pas au sens JPA comme on peut connaître, c'est vraiment l'entité en fait qui est gérée par le microservice d'un point de vue fonctionnel. C'est la donnée qui est stockée par le microservice. Donc pour gérer les événements, on va créer un comportement. Ce comportement est caractérisé par un état. Et donc, au démarrage du microservice, le microservice va pouvoir récupérer un snapshot de tous les correspondant à l'historique des événements qui se sont passés pendant son fonctionnement. Et il va rejouer en fait l'ensemble des événements pour arriver au dernier état final qu'il a connu. Bon, sans rentrer dans les détails, grosso modo, on initialise en mémoire le dernier état connu pour pouvoir commencer à travailler. Soit il y avait un état antérieur et à ce moment-là, il est fourni ici en paramètres, ici. Soit il n'y a pas d'état courant et à ce moment-là, on part d'un état vierge. Donc ici, c'est soit on a un état courant ou on crée un état vierge. Ici, l'état vierge, c'est une liste d'utilisateurs. Okay, sans rentrer dans les détails d'implémentation, c'est l'idée qui est là. Ensuite, on va gérer des commandes et des événements. Donc, une commande va être associée à un événement. Quand une commande arrivera, ça va générer un événement. Donc, ici, on va enregistrer une commande. La commande, ça va être sign in, c'est-à-dire qu'il y a un utilisateur qui s'est signé. Donc c'est la commande. Et à cette commande, on associe un comportement qui va être de générer un événement d'utilisateur qui vient de s'authentifier. Okay, donc ça, c'est la commande qui va générer cet événement-là. Et ensuite, on a un event handler qui, lui, va réagir à cet événement. Et donc, commencer par mettre à jour la commande va persister l'événement user-sign et le event handler, lui, va réagir à l'événement et mettre à jour l'état en mémoire dans le microservice. C'est ce qui est fait ici. En fait, on récupère l'état courant, le nouvel utilisateur qui vient de se signer, on le récupère dans l'événement, on met à jour la liste des utilisateurs et on renvoie ce nouvel état courant. Et donc, on a mis l'état à jour et l'événement a bien été généré. Sur la partie read size, on a une commande qui s'appelle user, qui elle permet de récupérer la liste de l'ensemble des utilisateurs donc de récupérer l'état courant du microservice pour l'envoyer à celui qui fait l'appel. Et donc là, on enregistre une commande qui va faire cette opération de renvoyer la liste des utilisateurs. C'est ce qu'on voit ici. Et une fois qu'on a construit le comportement du microservice par rapport aux commandes et aux événements, on fait une construction de ça et on renvoie. Donc ça, c'est fait une fois, c'est
Donc peut-être vu comme ça peut paraître un peu complexe, mais une fois qu'on a bien compris le mécanisme, comme c'était dit dans une autre présentation, passer sur de l'event sourcing et CQRS, c'est aussi un changement de mindset par rapport à ce qu'on connaît, où dans ce qu'on connaît, c'est plutôt des mises à jour d'état d'un objet en permanence. Là, c'est vraiment créer des événements et empiler. Donc c'est une autre approche. Normalement, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Donc un petit peu rapidement sur la fin. Hop. Donc la prochaine étape, en ayant vu tout ça, donc je suis content, oui, mais je suis conscient aussi qu'il y avait pas mal d'informations en pas beaucoup de temps, surtout où j'ai un petit peu accéléré. La documentation est vraiment très bien faite. Ça, tout ce que je viens de dire, en fait, c'est repris de manière vraiment très claire et très simple dans la documentation. Enfin, elle est vraiment même à la limite agréable à lire, même quand on ne connaît pas l'event sourcing, de CQRS, les microservices. Elle permet c'est aussi une introduction à tout cet écosystème. Et je vous recommande vraiment d'aller jeter un œil, même si vous n'êtes pas tenté par le truc, d'un point de vue culture générale et connaissance, c'est vraiment intéressant, au moins de voir le concept. Si vous voulez aller un peu plus loin et que vous rencontrez un problème, quelque chose qui ne marche pas ou autre, il y a le guider du projet où l'équipe de développement est très réactive. C'est très facile d'échanger avec eux et c'est très, très animé. Le GitHub, si vous voulez aller voir le code source et contribuer. Et le fameux plugin que j'ai créé et qui facilite. Donc si vous démarrez la gomme, je vous recommande. Alors bon, moi je trouve très, très pratique de passer par ça. Ça évite d'avoir à écrire pas mal de lignes de configuration et choses comme ça. Au début, en tout cas. Et donc voilà. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je suis à disposition.